Ok, très bien. Bah, écoutez, bonsoir à tous. Donc, on va faire notre deuxième session sur gérer un premier salaire. Et donc, j'ai essayé de résumer la situation. Donc, la dernière fois, pour ceux qui n'étaient pas là ou pour ceux qui n'ont pas encore regardé l'enregistrement, si jamais vous n'avez pas accès à l'enregistrement, dites-le moi. Normalement, il est sur la plateforme. Mais si vous n'avez pas accès à la plateforme, par exemple, vous pouvez me le dire à la fin ou m'envoyer un email. Donc, sur la première session, en fait, on a regardé sur comment gérer un premier salaire dans le cas d'un salarié du privé, en fait, qui reçoit son premier salaire dès qu'il commence à travailler. Mais comme vous me l'avez signalé tous, en fait, tous ceux qui étaient présents, c'est que pour les salariés du public, c'est malheureusement pas le cas et il se passe un certain temps entre le moment où les fonctionnaires reçoivent commencent à travailler et reçoivent leur premier salaire. Donc, Alice Arrey, vous m'avez donné des informations très intéressantes que j'ai essayé de schématiser. Voilà, j'ai essayé de faire un schéma pour résumer la situation, mais il me reste encore des points d'interrogation. Donc, là, vous avez la ligne de temps tout en haut, en noir. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre si c'est pas bon. Donc, avant, je n'étais pas très claire si le concours de la fonction publique était dès après le lycée ou est-ce qu'il fallait que les candidats aient déjà fait de plusieurs années d'université? Ok, pour le concours, il y a plusieurs niveaux. Il y a des concours au niveau BPC, il y a des concours au niveau bac, il y a D'accord. un concours au niveau bac plus 2, il y a des concours au niveau bac plus 3, Ok. bac plus 4, bac plus 5. D'accord. Donc Ok. vraiment, ça dépend du niveau. Voilà. Ça dépend du niveau. Ok. Donc, en fait, d'avoir mis lycée et université, c'était juste. Donc, ça peut être les deux. Je raye. Donc, il y a le concours de la fonction publique. Et après, si j'ai bien compris, il y a des écoles de formation professionnelle de l'État qui peuvent durer entre 1 et 3 ans. Ensuite, Oui, il faut dire 1 et 3 ans, mais il y a des formations qui passent jusqu'à 5 ans. jusqu'à 5 ans. Donc, ok, ça va Oui, on pas. prend des gens qui ont le bac et on les forme comme des ingénieurs en électricité, par exemple, pour la fonction publique. D'accord, ok. Ok. Mais la plupart, c'est 1, 2 ans maximum. Les D'accord, ok. 3, 4, 5 ans, là, c'est exceptionnel, vraiment. C'est exceptionnel. Ok. Oui, oui. Ok, ok. Ensuite, ils font un stage. Est-ce que ce stage, c'est quel que soit, même si vous avez fait que 1 an ou 2 ans d'école de formation, il y a quand même un stage ou est-ce que ça va dépendre du type de formation? Au Burkina Faso, vraiment, c'est toutes les formations. Mais maintenant, il y a des exceptions. Quand tu es marié, tu as des enfants. Mhm. Voilà, quand tu finis, dès on t'a déployé, ton paiement commence en même temps. Voilà, donc tu ne fais plus le Ali, SND, bonsoir le Ali. Service national de développement. Ali, Oui, bonsoir. oui, moi j'ai du mal vraiment à vous recevoir. Ah, ok, ok, ok. Ouais, j'utilise des écouteurs parce que je suis dans un lieu où... Mais Ah, ok, merci. c'est un peu bon maintenant. C'est meilleur, oui. Oui, ça va mieux. Mhm. Merci. Ok. Donc le Voilà, stage, donc il y quand a tu as donc le. certaines charges, tu ne fais pas le stage. D'accord, Mais ok. on peut dire que c'est tout le monde qui fait le stage. Parce Ok, que les gens ne sont pas nombreux à avoir des charges avant d'avoir du travail. ok, ok, très bien. Et ensuite, donc les fonctionnaires à l'issue de ce stage sont affectés à un poste et donc ils commencent leur travail. J'ai mis en dessous. Exactement. Ok, donc j'ai mis en dessous en rouge la ligne des revenus. Donc, je suppose que tant qu'ils sont dans la phase d'études, que ce soit l'étude au niveau de l'université, du lycée ou des écoles, de l'école professionnelle de l'État, l'argent, il va venir essentiellement de leur famille et éventuellement de petits travaux qu'ils vont faire en plus. Oui, c'est ça. C'est le forfait de stage. D'accord. Moi, je Ok. pense qu'il y a, Là, je il y suis a pas encore Guinée dans le Aziz, stage, hein. le Je suis pas VP qui encore est dans le connecté. stage. Voilà. OK. Là, Le je VP suis. pourra en tout cas donner des détails puisque lui, il est D'accord. agent de la fonction publique ici.
Donc là, je suis quand ils sont encore dans les soit universités, soit dans les écoles de formation. Donc après, au niveau du stage, vous m'aviez dit qu'il y avait un forfait de stage, mais je suppose qu'il n'est pas suffisant et que ils reçoivent encore de l'argent de la famille. Ou est-ce que l'argent du stage est suffisant pour vivre au moins la base, quoi, pouvoir payer un logement et la nourriture? Bon, on ne pense pas que c'est suffisant, hein. Si beaucoup de personnes se retournent vers les prêts, donc bon, on peut dire que c'est pas, voilà. D'accord, c'est pas suffisant. Donc c'est là où en fait j'ai mis la partie emprunt bancaire. Et en fait d'ailleurs il y a une petite erreur là sur ce que forfait de stage en fait il va s'arrêter là. Forfait de stage là après il n'y a plus rien puisqu'il commence à travailler donc il n'y a plus de forfait de stage. Euh, mais en revanche ce que je me demandais c'est au niveau des emprunts bancaires à quel moment les élèves de la fonction publique commencent à prendre ces emprunts. Est-ce qu'ils le prennent dès le moment où ils passent le concours de la fonction publique? Est-ce qu'ils le prennent déjà dès l'université, même sans savoir s'ils vont tenter la fonction publique ou pas? Est-ce qu'ils le prennent au moment de leur stage, au moment de la formation professionnelle? À quel moment ils prennent généralement ces emprunts? Ok, au niveau des universités, il faut dire, au Burkina, c'est un peu différent en Europe. Voilà, quand tu es étudiant, tu ne peux pas avoir de prêts au niveau des banques. D'accord, ok. Voilà, il n'y a pas de prêts pour les étudiants. Ok. Maintenant, On vous entend plus du tout là. Je prends le relais peut-être par rapport à la Côte d'Ivoire. Super, ouais, ce serait bien, merci. Voilà, donc au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau des écoles professionnelles de formation, les étudiants, les apprenants reçoivent un pécule. Mais il y a un décalage entre la perception de ce pécule-là et puis l'entrée effective au niveau de la formation. Donc, effectivement, les banques accourent vers ces écoles de formation-là pour combler ce gap-là. Donc, une fois que vous êtes reçu au concours avec toute la documentation, les Mhm. banques, les responsables des établissements vous ouvrent leurs portes pour que vous puissiez venir convaincre l'étudiant à aller dans telle banque ou telle autre. Voilà, donc c'est après, lorsque le système, parce qu'au niveau de l'État, le budget est mis en place et ça prend un peu de temps. Donc, les banques avancent ces fonds. Mhm. Le crédit est fait sur la base du pécule que vous allez recevoir. Donc, on ne peut pas donner au-delà de ce que vous allez recevoir. Donc, c'est un timing qui est un peu plus long. Donc, les banques avancent et ce qu'on fait ici, au niveau des écoles de formation, c'est des pécules qu'on met à votre disposition mensuellement. Il y a deux formules. On peut mettre mensuellement un bon peut-être 3 mois, 4 mois au début. Et puis Mhm. après les 3 mois suivants, on calibre un pécule sur le reste de l'année. Si vous réussissez votre année, on reprend le processus et ainsi de suite. Mais entre-temps, vous avez remboursé avec l'argent que vous avez reçu de l'État. Pour les élèves fonctionnaires, quand vous êtes pendant la formation, vous avez reçu un pécule. Donc là, on fait une avance par rapport à ce pécule-là. Quand vous sortez du système d'école de formation, vous rentrez maintenant comme fonctionnaire. Là aussi, effectivement, ça dépend des systèmes. Ceux qui sont de la santé, de l'éducation, c'est un peu plus long. Mhm. Donc là, en attendant que vous recevez votre rappel, effectivement, les banques aussi, on a une grille de salaire. Et c'est sur cette grille de salaire-là qu'on calibre voilà, le pécule à vous donner. Et c'est programmé aussi de sorte à ce que vous avez mensuellement cet argent-là, vous avez une carte monétique, vous pouvez l'utiliser. Et c'est lorsque vous recevez votre rappel qu'on déduit voilà, l'avance qu'on vous a faite. Voilà D'accord, ok. essentiellement le schéma au niveau de Super, la Côte d'Ivoire. super. Donc en fait, ça répond à ma question. Je me demandais comment était calculé le montant de l'emprunt et comment en fait il allait être remboursé. Donc en fait, il va être remboursé dès que l'État euh, euh, paye ce pécule, donc que ce soit au niveau des écoles de formation ou, donc le rappel de salaire, c'est ce qui permet le remboursement de l'État, si j'ai bien compris. Le remboursement de l'emprunt, si Bien, j'ai bien compris.
C'est bien ça, c'est bien ça. D'accord, ok. Et il y Donc, a, là, est-ce que, là, aujourd'hui, quel que soit Alpha, c'est bien, vous êtes informé que vous avez recevoir tel montant. d'accord. Donc, c'est soit, si c'est insuffisant, il y aura effectivement des aides de la famille ou alors, voilà, des petits boulots que vous allez faire pour combler ce gap-là. Mhm. Toutefois, est-il que vous aurez des charges à évaluer et par rapport aux revenus que vous avez, soit vous augmentez ces revenus pour faire face aux charges-là, vous adaptez par rapport aux revenus que vous avez là, vous adaptez vos charges en fonction. D'accord, ok. Voici un peu Mhm. la problématique. Mhm. Je suppose que donc par rapport à une grille qui va déterminer le montant que les futurs fonctionnaires vont toucher, il y a quand même des intérêts que prennent les banques. Oui, Donc, oui, il y ils a sont des quand intérêts, même, effectivement. s'ils touchent, je sais pas, si leur pécule est de 10 000, ils vont emprunter euh, peut-être 10 000, mais il faudra qu'ils remboursent, ou alors ils vont emprunter que 9 000 pour rembourser 10 000, c'est ça? Comment ça marche? C'est bien ça. C'est-à-dire que déjà, on calibre de sorte à ce que on ne puisse pas aller jusqu'à la limite de ce qu'il doit recevoir. Soit c'est 80% du montant qu'il doit recevoir, ou même 75%. Mhm. Et on calibre ce montant-là à ce qu'on va lui donner par mois. Ensuite, le taux d'intérêt, ça se rembourse in fine. Et effectivement, c'est un pourcentage, je ne me rappelle plus trop du taux au niveau de la banque dans laquelle je suis, Mhm. mais c'est soit 6%, mais le taux est un peu moindre par rapport au taux qui est calculé pour les salariés normaux. D'accord. Et donc, il n'y a pas de remboursement. C'était l'autre question que je me posais. Il n'y a pas de remboursement tant que le pécule n'est pas touché par les fonctionnaires, ou est-ce qu'il peut y avoir le cas de l'emprunt est dû, euh, donc elle doit être Non, remboursée alors que le pécule, enfin, le fonctionnaire n'a pas encore touché quoi que ce soit. Est-ce que ça peut arriver ça? ça peut être des dysfonctionnements techniques, mais avec la fonction publique, on a des échanges pour calibrer le produit pour ne pas défavoriser les fonctionnaires. Donc, D'accord. c'est in fine. Donc, il y a des, comme je dis, il y a les médecins, par exemple, fonctionnaires, eux, ils n'ont pas ce temps de latence-là. Dès Mhm. qu'ils sont embauchés, bah, le temps pour qu'ils aient leur appel n'est pas long. Les professeurs d'université également, le temps d'attente n'est pas aussi long. Donc, il y a des D'accord. corps comme ça où, bah, mais quand même, voilà, il y a un petit décalage. Ok, très bien. Très bien. Super. Donc ensuite, j'avais essayé, donc il y avait ce gros rappel de salaire, je crois que vous l'aviez nommé la manne, parce que d'un coup, ça fait un gros montant, donc qui va permettre de payer donc le remboursement de l'emprunt. En fait, il devrait être là. Le remboursement, l'emprunt, il va être, je suppose, pris en priorité donc sur ce rappel de salaire. Ensuite, j'avais listé le différents types de dépenses. Donc, je suppose que tant qu'ils sont étudiants ou dans les écoles de formation, ça va vraiment être le minimum qu'ils peuvent payer puisqu'ils vont avoir un montant de revenus qui est assez simple, enfin assez basique. Donc, les loyers, les factures, nourriture, transport, téléphone et puis quelques autres dépenses. Je suppose qu'une fois qu'ils commencent à travailler ou qu'ils ont un emprunt bancaire, ils peuvent payer un peu plus. Avec la tentation ouais, il faut qu'ils gardent quand même, faut qu'ils réfléchissent à comment ne pas trop dépenser malgré l'emprunt. Et puis ensuite, je suppose que c'est quand ils ont vraiment lu leur rappel de salaire qu'ils vont pouvoir envisager, et donc qu'ils commencent à toucher leur salaire mensuel, qu'ils vont pouvoir commencer à envisager vraiment les grosses dépenses dont on avait parlé la dernière fois, style équipement, et puis également se mettre en mariage, les enfants, etc. Est-ce que ça vous paraît cohérent avec ce que vous observez? Oui, à notre niveau, oui. D'accord, ok. Et docteur Kadagali, au Togo, est-ce que ça ressemble aussi à ça au niveau des fonctionnaires? Est-ce qu'il y a ce grand décalage entre le moment où ils entrent dans la fonction publique et le moment où ils sont enfin payés? Ouais, justement, Sophie, exactement la même chose que ce que Rally a décrit, et également avec notre ami de la Côte d'Ivoire. En fait, il y a certains corps, euh,
ils prennent en même temps, mais d'autres corps, là, très souvent, chez nous, le rappel est de 6 mois. D'accord, Chez ok. nous. Sachant Merci. qu'une chose que Alice Hay nous avait signalé la dernière fois, c'est que la mise en place, vraiment, quand il commence à toucher le salaire, et donc le rappel peut être assez variable et que c'est pas nécessairement très clair au début quand ce rappel va avoir lieu. Euh, ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an. Donc c'était problématique. Est-ce que c'est ce que vous observez également au Togo ou en Côte d'Ivoire? Ou au contraire, est-ce que c'est assez stable si vous savez que vous avez cette profession, ce type de travail en tant que fonctionnaire, vous savez que généralement au bout de 6 mois, vous allez être payé? Ou est-ce que ça peut être assez imprévisible? Chez nous, c'est assez imprévisible. Hmm, Mais la moyenne, très souvent, ça tourne autour de 6 mois. Comme je d'accord. l'ai dit, il y a certains corps, c'est immédiat. Certains corps, c'est 3 mois. Comme les enseignants, par exemple, et les médecins, c'est immédiat. Mhm. Mais ça varie très souvent. C'est pourquoi moi, je me suis dit, bon, moyennement, ça tourne autour de 6 mois. Ça ne dépasse pas les 6 mois quand même. D'accord, ok. Et, hum, et ça, au niveau des banques, est-ce qu'elles sont assez souples pour attendre d'être remboursées quand l'argent vient ou non? Non, Euh, elles sont très souples parce qu'il faut d'abord créer un compte au niveau de la banque Hmm, avant que la banque le fasse. Parce qu'elle est sûre qu'en fait, avec le contrat, surtout si c'est la fonction publique là, mhm, elles sont tellement sûres que vraiment, au bout des 6 mois, là, au lieu de 3 mois, que l'argent va tomber. Et c'est en fait une bonne affaire pour les banques, quoi. Les ok. banques, très souvent, chez nous ici, les nouveaux recrues là, vraiment, ce sont les clients potentiels où toutes les banques courent vers eux pour pouvoir leur proposer des services, quoi. Mhm. C'est ça. Youssouf, vous ouais, voulez... oui, oui, non, c'est assez souple. C'est assez souple. Comme j'ai dit, c'est des échanges qu'on a eu avec les instances de la fonction publique et on a essayé de calibrer des produits spécifiques aux fonctionnaires. Donc, sur le plan informatique, c'est calibré de sorte à ce que quand on a une entrée importante, par exemple, de fonds, il y a des dispositifs qui sont mis en place pour que ça alerte le gestionnaire et on interroge le client, par exemple, sur cette entrée de fonds-là. Et D'accord. voilà, si c'est un besoin personnel, si c'est autre chose que le rappel, voilà, le fonctionnaire peut utiliser son agent. Si c'est le rappel, automatiquement, on déclenche le processus de remboursement et le lendemain net, l'argent est remboursé et on appelle le client pour qu'il puisse envoyer toute la documentation pour qu'on puisse domicilier le salaire. Voilà, D'accord. donc c'est assez souple quand même. Comme le docteur Kadagali l'a dit, les fonctionnaires sont très, très prisés par les banques parce que le salaire est plus que stable Mhm, et ouais. voilà, on l'a vraiment sur une longue période. Mhm, mhm, mhm. Ok, ok, super, super. Bah, écoutez, donc, l'idée, en fait, c'est que la formation que je vous avais présentée la dernière fois était très valable pour des gens qui commencent à gagner tout de suite un salaire, mais qu'elle l'était moins, en fait, pour des gens donc les fonctionnaires, qui ne vont pas gagner un salaire tout de suite et qui ont en plus un emprunt à rembourser. Mais là, ce que vous me dites, en fait, c'est que la partie remboursement de l'emprunt, en fait, elle est quelque part un peu indolore, puisque dès qu'ils touchent leur appel, en fait, il y a une partie qui passe au remboursement. Et après, ils passent en salaire mensuel comme toute personne qui travaille, quoi. Donc, quelles sont les difficultés pour vous des, euh, des élèves, des futurs fonctionnaires au niveau de la gestion de l'argent? Est-ce que, par exemple, ils comprennent bien comment l'emprunt bancaire marche? Est-ce que c'est un problème de connaissance? Est-ce qu'ils ont tendance à trop anticiper leur futur salaire et qui vont commencer à surdépenser et en fait à avoir d'autres dettes? Quels sont, d'après vous, les problèmes euh, les plus importants au niveau financier qu'ont les fonctionnaires? Bon, moi, je peux sauver. Oui, oui, mhm, allez-y. Le souci très souvent, c'est que en fait, un jeune fonctionnaire, bon, voit sa situation changer du jour au lendemain. Quelqu'un qui n'avait même pas de revenus, bien qui avait peu, et qui se retrouve du jour au lendemain avec un revenu assez conséquent. Et le véritable problème, c'est que
c'est le problème je vais dire ça, le piège des prêts bancaires. Mhm. Et les banques, comme l'a dit mon cher ami tout à l'heure, c'est que les banques, c'est que les nouveaux fonctionnaires sont tellement payés par les banques. Et là, quand ils finissent de rembourser même comment là, les prêts là, pendant ce qu'ils ont pris pendant les 6 mois de rappel là, Mhm. les banques leur proposent tellement de services et ils rentrent en même temps dans ça. Vous allez voir des jeunes qui font en même temps des prêts sur 5 ans, 10 ans et ils se paient comment on appelle en fait, c'est la gratification instantanée, quoi, qui D'accord, se paie ok. de tout ce qu'il y a comme, je ne sais pas, bien matériel, tout ça rapidement. Mhm. Et le problème avec le fonctionnaire, c'est que, bon, chez moi, quand même, je ne sais pas si c'est vérifié au Burkina ou bien en Côte d'Ivoire, en fait, c'est le piège du prêt bancaire, ce qui fait qu'au bout de 5 ans comme ça, ils vont tomber dans le cycle des rappels Mhm. des rappels, des cycles des rappels de crédit, rappels de crédit, rappels de crédit, à telle enseigne que, bon, j'avoue que moi, à ma connaissance, je ne connais pas un fonctionnaire qui n'a pas fait d'emprunt bancaire et qui n'a pas fait de rappel. Donc, en Mhm. fait, c'est le piège de rappel, parce qu'ils ont pris les trucs là, au bout des 5 ans là, ils vont se dire, voilà, ils vont faire un rappel, ils vont en comprendre un peu, et c'est ce qui traîne tout au long comment là, de leur vie professionnelle. C'est un peu ça Mhm. le piège. Donc, le risque le plus important, à mon avis, pour un jeune fonctionnaire, c'est de tomber dans ce piège des prêts bancaires qui fait qu'ils vont tomber dans ce cercle vicieux comment l'appelle-t-on, de rappel de crédit. De En fait, crédit, c'est ça. d'accord. Mhm. Mhm. Même si, comme vous le dites, ils ont un salaire qu'ils n'ont pas eu l'habitude d'avoir précédemment. Donc, ils pourraient ne vivre qu'avec leur salaire, mais ils veulent quand même prendre des crédits. Ou est-ce que c'est parce que leur salaire n'est pas suffisant? Non, en fait, c'est que quand ils ont commencé par avoir un salaire maintenant, ils vont vouloir avoir des biens. Bon, très souvent chez nous, c'est une question de voiture. Ouais. Et également, chez nous, il y a un problème également, c'est que le Togolais aime tellement la propriété. Mhm. Et quand tu prends un jeune fonctionnaire, quand il fait, comme voilà, il prend ses premiers sous là, ou bien il fait ses premiers emprunts bancaires, c'est pour payer, c'est pour s'acheter un terrain. Mhm. Et après, c'est tout ce qu'il y a comme voilà, biens de consommation, Mhm. les voitures, tout ce qu'on a. Maintenant, le problème, c'est que quand il va commencer par rembourser ces emprunts-là, il finit de rembourser. Quand il rembourse, ça veut dire que quand la banque va prélever, comment là, ces remboursements-là, ce qui lui reste en fin de compte ne lui suffit pas Bah oui. Mhm. Mhm. pour pouvoir bien vivre. Ce qui Mhm. fait que Mhm. le gars, il supporte au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, il fait encore un autre rappel. Mhm. Mhm. C'est ça ce que moi C'est j'appelle sans fin, ouais. Mhm. C'est sans fin, ouais. Mhm. ouais, le cycle vicieux Tout à fait. comment là, des rappels, quoi. Mhm. C'est un peu Mhm. ça. Parce qu'au D'accord. bout d'un moment, ils vont prendre Ouais. des emprunts pour pouvoir repayer les premiers emprunts. C'est ça. C'est Mhm. ça. Ok. Ah, Ok. Je pense Alice que ok, Arrêt, le vous merci. aviez... je Ouais. pense que le souffle va apporter également quelques éléments. Ouais. Oui, oui. Et Bon, puis après, moi, Alice. de ma position de banquier, hein, j'ai géré, ça fait 15 ans de cela, Mhm. des jeunes fonctionnaires. Et effectivement, le risque, c'est d'avoir, qu'on mène ces jeunes fonctionnaires-là à certaines banques un peu véreuses. Donc, effectivement, il y a le risque de surendettement. Parce qu'il y a certaines banques qui n'ont pas cette responsabilité-là, voilà, de donner des conseils adéquats à ces fonctionnaires. Mhm. Alors, pardon, le fonctionnaire, par exemple, qui a un salaire, qui doit avoir par exemple, un pécule, un salaire de X francs, on lui propose soit X francs plus. Ce dernier-là, il ne va jamais s'en sortir. C'est-à-dire, si on l'habitue déjà à des pratiques Mhm. qui ne sont pas conformes à une gestion correcte de son salaire, Mhm. demain, ça va poser problème. Donc, effectivement, il y a ce risque de surendettement là. Et ici, il y a la responsabilité des banques, par exemple, au-delà d'offrir un produit, un service à un client, il faut lui donner des conseils adaptés, Mhm. comme ne pas vivre au-delà de son salaire. Mhm. Voilà, c'est ce qu'on vous donne. Il faudrait calibrer votre vie en fonction de ce qu'on vous donne. Donc là, malheureusement, les banques n'ont pas cette tâche-là, n'ont pas cette habitude-là Mhm. d'orienter leur discours dans ce sens. Je pense que c'est là que, par exemple, nous, en tant qu'ONG ou bien en tant qu'institution Absolument. qui œuvront dans l'éducation financière, on doit leur apporter des conseils adéquats Justement. sur la Mhm. Tout à Justement. fait. connaissance des produits, voilà, des produits d'épargne, sur la gestion voilà, d'un emprunt, voilà, sur le futur. À la différence du privé, les fonctionnaires, quand ils rentrent généralement à un niveau, c'est le même salaire qu'ils ont s'ils n'ont pas fait de concours professionnel.
Donc là aussi, il y a un enjeu en termes d'augmentation de son revenu. Si on n'a pas cette présence d'esprit-là, de leur donner tout ce qu'il y a. Donc là, c'est important qu'on puisse agir sur ce type de population, voilà, pour les amener demain à ne pas faire des erreurs dans la gestion de leurs revenus. Ok, super. Oui, Alissa Ray, vous justement. vouliez ajouter quelque chose? Je vois que vous avez Non, levé la main. je voulais ajouter quelque chose, Madame Sophie. Oui, allez-y. Et puis après, En ce fait, sera Ali. je pense que vous l'avez dit tantôt, je pense, dans une de nos communications, les banques ou bien, disons, les institutions financières sous nos cieux ici, en fait, ils doivent jouer ce rôle-là de formation, mais de former les clients sur les produits, bien les services qu'ils proposent. Mais c'est beaucoup plus l'éducation financière, ils n'en font pas. C'est un peu comme, ce qu'ils font, c'est un peu comme des guides d'utilisation, quoi. C'est-à-dire que Tout à fait. l'éducation financière maintenant se résume à un guide d'utilisation des services de la banque. Absolument, absolument. Est-ce que vous voyez un peu? Oui, c'est ça, ce qui n'est pas vraiment l'éducation financière. Et quand on parle de l'éducation financière sous nos cieux maintenant, c'est beaucoup plus porté par des institutions bancaires, les systèmes financiers décentralisés qu'on sort. Mais comment je vois ce qu'ils donnent comme information au public, en fin de compte, ce n'est rien que des guides d'utilisation de leurs services et non de comment est-ce que, en fait, ils se nourrissent plus ou moins de cette naïveté-là, ouais, c'est ça. Tout à Donc, fait. c'est un Pour peu moi, ça. il y a un conflit d'intérêts. C'est que c'est une source de revenus. Pour eux, c'est surendettement. C'est ça. Donc, C'est ça. pourquoi les banques prêcheraient la modération et de pas trop s'endetter? C'est ça. Ça va leur couper des revenus. Donc, et pour avoir assisté à pas mal de conférences internationales sur l'éducation financière, il y avait un certain nombre de banques ou d'assurances qui étaient parmi les invités ou les intervenants. C'était clair. Il y en a certains même qui le cachaient pas, hein. Ils disaient pour nous, l'éducation financière, c'est du marketing. Ça nous permet de promouvoir nos produits. Mais on peut se demander, par exemple, pourquoi il y a beaucoup de programmes d'éducation financière qui sont faits par des sociétés comme les Mastercard, Visa, etc. Si on gérait bien tous une carte de crédit, jamais on aurait quoi les frais annuels, point, c'est tout, il n'y aurait jamais les intérêts, etc. Donc les banques, je pense, ont un conflit d'intérêts. Je vais seulement laisser parler Alice Arré qui a levé la main depuis tout à l'heure. Allez-y, allez. Okay. Oh, ça. Hey, rebonsoir, vous m'entendez bien maintenant? Oui, très bien. Ok, j'ai dû quitter le lieu pour me connecter. Voilà, en tout cas, le premier problème, c'est ce qui a été abordé, c'est l'endettement, hein. C'est surtout le surendettement même. Voilà, quand on prend des couches de fonctionnaires tels que les enseignants, par exemple, au Burkina Faso, il y a vraiment un sérieux problème de surendettement. D'accord. Voilà, et tout ça, je pense que la conséquence, ça vient du fait que les gens ne faisaient pas des budgets avant même de parachuter dans un travail de la fonction publique, par exemple. Donc, les gens ont des difficultés de mesurer réellement leurs valeurs. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont toucher par rapport aux besoins qu'ils doivent satisfaire. Voilà. Ils ne savent pas prioriser, ils ne savent pas étaler la satisfaction des besoins dans le temps. Tout ça, ça les pousse à tomber facilement dans les pièges, voilà, des banques commerciales comme ça se passe ici. Voilà, merci beaucoup. Ok, super, super. Ici, Youssouf, vous vouliez... oui, c'est-à-dire qu'ici, en Afrique, très particulièrement, on n'a pas encore... Ça a commencé au niveau de la Banque centrale, où il y a des programmes d'éducation financière, mais on n'est pas encore rentré dans le creux même de ce que ça concerne réellement en termes de vulgarisation. Sinon, en France, où je suis un peu, il y a la Finance pour tous, par exemple, qui est pilotée par la Banque de France, qui font des formations sur le plan digital ou bien il y a sur le plan régional. Voilà, ça, on n'a pas encore. Effectivement, les banques n'ont pas encore atteint ce niveau-là avec cette responsabilité, effectivement, de donner le produit qu'il faut aux clients. Il y a des fondations qui sont faites, mais ces fondations-là n'ont pas encore pris le relais réellement, voilà, de cette thématique de former voilà, la population sur le plan de la finance, de la gestion du budget ou de l'éducation financière, malheureusement. C'est vrai qu'il y a pas Je mal suis de d'accord ressources. avec ce que M. Sangaré dit, mais maintenant, c'est nous aussi de grouiller au niveau de la société civile. Plus on va être solide, plus on pourra payer. Parce que quand on prend la BCAO, le plan c'était 2019-2023, ça vient de finir.
Mais Et réellement, est-ce que si on prend un individu dans l'espace UEMOA, est-ce qu'il peut dire il a eu l'information qu'il y a des séances de sensibilisation? Au fait, l'impact réel, il n'y a pas sur le terrain. il n'y a Au pas, Burkina il y a Faso, pas, il y a pas il n'y a d'impact rien réel. sur le terrain. Voilà. Allez. Donc, c'est nous Donc, qui voulons que les choses changent. Il faut qu'on continue de travailler ensemble et aussi de justement. mobiliser de la société civile. Excusez-moi, hein, il y a ma petite fille qui me dérange là. Il n'y a pas de Mobiliser souci. d'autres personnes de la société civile, voilà, pour pouvoir en tout cas faire un plaidoyer dans les années à venir au niveau de notre espace communautaire et voir un jour en Afrique. Merci beaucoup. Oui, ce que j'aimerais ajouter également, c'est que Oui. je remercie M. Youssouf d'avoir soulevé ce point. La BCAO également à notre niveau, ils ont mis en place un comité national, quelque chose comme ça, sur l'éducation financière. Vous voyez, le comité, ça ne se résume qu'aux fonctionnaires d'État et à quelques professeurs d'université qui organisent par an un concours où n'est pris en compte que des étudiants, en fait. Où on leur pose la question, vous savez, si la banque est, comment la BCAO a fait ci, vous savez que la BCAO a fait ça. C'est un peu comme les quiz ou bien c'est pas les questions pour un champion là. Et c'est là, comment c'est de cette manière, ils promeuvent l'éducation financière, ce qui est complètement en déphasage avec ce qu'on constate sur le terrain. Mais un autre aspect également que j'aimerais soulever par rapport au piège du premier salaire, c'est également l'aspect, M. Sangaya peut éclairer également, m'éclairer encore, c'est l'aspect là, l'aspect des découvertes. Les découvertes. Vraiment, nous, les fonctionnaires sous nos cieux ici, vraiment, ils sont vraiment abonnés aux découvertes. Le gars, il fait des découvertes chaque mois. Des découvertes chaque mois. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment très difficile. Quand quelqu'un rentre dans ce cycle ou bien dans ce cercle de découvertes-là, il ne va pas s'en sortir. C'est les découvertes cumulées maintenant, pas après, pas des rappels. C'est un peu ça le problème. Merci. D'accord. Youssouf, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je pense que on est vraiment dans la phase d'éducation. Moi, particulièrement, comme je me suis intéressé très tôt à l'éducation financière, quand je recevais mes clients, au-delà, parce que quand vous expliquez correctement un produit à un client et qu'il est convaincu, il le fait naturellement. Et mes clients qui étaient corrects, qui épargnaient le plus, c'était les instituteurs, par exemple. C'est eux qui avaient une logique financière qui était très cohérente. Donc, c'est aussi l'éducation aussi des acteurs des banques aussi. Bon, ça, c'est un autre niveau. Voilà. Il y a la problématique de formation en éducation financière. Les découvertes, par exemple, comme elle dit, c'est encore des banques responsables. On ne peut pas donner, normalement, plus de la moitié, plus du tiers. Bon, souvent, on donne le tiers, mais tout est dans la gestion. On le prend le découvert, lorsque vraiment on en a besoin, pour ne pas aller vraiment commander ou bien pour ne pas se sentir vraiment très défavorisé quand on va voir le gestionnaire en banque. Vous avez une ligne qui est mise en place. Quand vous allez, vous pouvez l'utiliser. Mais par contre, vous devez avoir un produit qui est adossé à ce découvert-là, de sorte à ce que ce découvert-là, vous pouvez l'éteindre, pardon, à n'importe quel moment de l'année. Donc, tout ça, c'est des conseils aussi qu'il faut donner. Voilà, donc, dans l'approche, effectivement, si vous donnez à un salarié de l'argent, lui, il va prendre. Maintenant, après, comment il fait pour rentrer dans les droites lignes si on n'a pas mis en place des dispositifs? Donc, effectivement, c'est encore là, encore qu'il faut intervenir. Peut-être nous, en tant que société civile, de former la masse, de former les fonctionnaires pour ne pas réellement qu'ils rentrent dans ce piège-là des banques. C'est vrai que je suis banquier, mais souvent, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Donc, c'est un piège, effectivement, qu'il faut permettre à ces fonctionnaires-là, en leur donnant l'information, l'éducation qu'il faut. On a parlé de budget, on a parlé de comportement beaucoup plus dans la phase d'éducation financière. C'est comme, je prends un engagement, est-ce qu'à la fin, je le respecte? Donc, par rapport à mon salaire, je vais calibrer réellement ce dont j'ai besoin et je ne vais pas au-delà. Quand je vais au-delà, c'est de cette façon exceptionnelle. Et à une situation exceptionnelle, il faudrait avoir une démarche exceptionnelle. Donc ça, voilà, c'est les choses après qu'on peut recadrer. Tout à fait. Je suis tout à fait 100%, 200% avec vous, Youssouf, sur le fait que l'éducation financière, elle devrait être également pour les banquiers, qui ont une grosse responsabilité, parce que comme vous le dites, au niveau, par exemple, d'accepter des découvertes en permanence, les banquiers pourraient dire non et recalibrer le client. Juste pour vous donner un tout petit peu de contexte sur la France, effectivement, quand vous regardez la finance, le site de la Finance pour tous, il y a beaucoup d'informations. Alors après, tout le monde ne va pas chercher cette information-là.
et l'éducation financière n'existe pas nécessairement à l'école, etc., même à l'université. Donc, ce qui aide la situation en France, c'est le cadre légal, en fait. On a une loi sur le surendettement. Et ce que les gens naturellement vont pas nécessairement chercher l'information, c'est vraiment c'est une minorité qui va chercher l'information pour bien comprendre. Donc et ça reste quand même sur un site comme l'Éducation pour tous, qui est très bien fait par ailleurs, mais ça reste quand même assez technique et beaucoup de gens vont pas avoir la patience de lire des pages et des pages sur des choses qui sont assez techniques. Donc en revanche, au niveau légal, c'est vrai qu'il y a on a des lois sur le surendettement. Il y a également des pratiques. Par exemple, une personne ne peut pas prendre un loyer qui est au-delà du tiers de son salaire. Et donc, c'est ce genre de choses qui cadrent et qui empêchent un certain nombre de personnes de tomber dans du surendettement. Oui, Youssouf, vous vouliez rajouter quelque chose? Alors, juste pour dire que dans cette démarche, effectivement, c'est un plan d'action, effectivement, qu'il faut mener vis-à-vis de cette population-là, avec voilà, les acteurs comme nos différentes structures, Mhm, ONG, ou voilà, bon, pour intervenir de façon très ciblée. Et je pense que vous voyez un peu, donc, dans votre approche aujourd'hui, avec la formation Zoom, c'est beaucoup plus vivant. Et ouais. avec, effectivement, au niveau en tout cas, du périmètre que je connais de la Côte d'Ivoire, moi, en tout cas, dans mon projet, c'était de faire des animations auprès du public, ici, par exemple, des fonctionnaires, des séances d'échange, Mhm, des conférences, voilà, pour échanger directement avec ces personnes-là, tout à fait. voilà, pour leur donner l'information qu'il faut à travers, souvent, ils ont des cérémonies de fin d'année ou bien alors l'inspecteur ou le directeur régional de l'éducation peut nous inviter, voilà, Mhm, pour intervenir sur la thématique de l'éducation financière. Donc, plus on a des formateurs bien formés, voilà, mhm, qui pourraient donner voilà, ces informations utiles-là mhm. à cette population, ça permettrait réellement d'avancer sur la gestion effectivement de leurs revenus au quotidien. Ok, super. Alors, pour le coup, il me semble que l'outil qu'on a vu la dernière fois, qui est la limite de dépenses, je crois que c'était vous, Youssouf, qui l'avez appelé le reste à dépenser. Alors, j'ai repensé à ce nom. Effectivement, j'avais déjà entendu reste à dépenser. Quelque part, reste à dépenser, ça incite un peu à la dépense quand même. Donc, Non, non, j'avais dit plutôt le reste à vivre. ah, le reste à vivre, ok. Excusez-moi. Ouais, donc voilà, c'est un peu mieux que ce que le reste à vivre. Parce que quand je dis le reste à dépenser, ça fait un peu incitation à la dépense. C'est pour ça que moi j'avais tendance à parler de limite de dépense, que ça montre bien que c'est la limite, faut pas aller au-delà. Ça me reste quand même je dirais les deux outils principaux qu'on a vus, donc la différence entre les dépenses qui sont des engagements et les autres dépenses. Donc, ne plus parler de besoins et d'envie parce que c'est très flou. Et en fait, il y a beaucoup de personnes, surtout avec ce que vous avez signalé, c'est la gratification immédiate, le fait qu'on veut tout de suite et qu'on veut le téléphone le mieux parce que le voisin, il a le téléphone le mieux et que on veut le terrain parce que tous les fonctionnaires qui commencent, ils veulent un terrain. Donc, il y a quand même une grosse pression de l'environnement. Si les autres le font, pourquoi pas moi? Donc, je pense que c'est important de ne plus parler d'envie et de besoin, mais vraiment de recadrer entre ce qui est un engagement et ce qui n'est pas un engagement. Et un engagement, parce que si par exemple on prend un emprunt pour un terrain qui est bien au-delà de ses moyens, euh, ça devient un engagement, il faut qu'on le repaye, même si quelque part on aurait pu vivre sans. Donc ça me semble être cette limite de dépenses qu'on a vue la dernière fois, me semble toujours aussi valide pour les fonctionnaires. Alors après, il faudrait que je prenne un exemple avec justement ce rappel de salaire pour voir comment recalculer ça. Mais on pourrait très bien reprendre l'exemple de, euh, de la limite de dépenses qu'on avait vu la dernière fois avec un salaire pour ça. Une autre chose également, justement, c'est le poids de la
pression des autres, la pression de l'environnement, que ce soit la pression de la famille ou la pression de tous mes camarades le font, toute ma promotion le fait, donc pourquoi pas moi? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est important également, qui pousse à la dépense? Alors, Sophie? Oui, allez-y. Oui, en fait, la manière dont moi je vois la question du poids de la famille, c'est vrai que, bon, très souvent, il y a des amis, des collègues qui font certaines dépenses, donc on est vraiment tenté à faire les mêmes dépenses. Mais le véritable problème du poids de la famille, c'est au niveau de notre structure sociale. Nous vivons dans une société qui est beaucoup plus solidaire, Mhm, ce qui fait que quand vous commencez par travailler, que vous gagnez un revenu déjà en tant que jeune, tu n'es pas le seul à dépendre de ce revenu-là. mhm. Il y a la famille également, le petit frère, le cousin, l'oncle, tout ça là. C'est vraiment difficile sous nos cieux de pouvoir refuser je sais pas, de faire ce clin d'œil vers la famille. Donc, c'est dans ce sens-là que moi, je vois beaucoup plus les questions du poids de la famille où, en tant que fonctionnaire, arrivé un moment, si tu te poses vraiment la question, tu te demandes si vraiment toi-même tu arrives vraiment à profiter de ton revenu ou bien c'est la famille ou bien c'est les proches. Donc, c'est beaucoup plus dans ce sens-là où on est vraiment tenté par devoir moral pouvoir faire un clin d'œil à la famille, les cousins, les jeunes, et comment, les oncles, les tantes, tout ça là. Mais beaucoup plus l'aspect où on voit les gens faire certaines dépenses et qu'on est vraiment attiré. Ça existe également, mais ce n'est pas vraiment prépondérant par rapport à cette question du poids de la D'accord, famille super. où vous devez vraiment, c'est pas, vous devez vraiment, chez nous, vraiment, nous sommes beaucoup plus solidaires. C'est un peu ça la Mhm. famille africaine. Donc, c'est dans ce sens-là que je vois beaucoup plus le poids de la famille. Merci. Très bien. J'avais déjà lu et entendu, on m'en avait déjà parlé. Je crois que j'ai même lu un livre sur le sujet, sur cette solidarité qui chez nous existe assez peu. Ça existe encore quand même de façon, si un membre de la famille rapproché a besoin d'argent, on va les soutenir, même si c'est pas, on en parle moins en fait, parce que les gens le font de façon plus secrète, mais ça existe quand même dans une moindre mesure que chez vous. Quelque part, ce sont des engagements, non? Oui, Youssouf. Ça peut être des engagements sur le plan moral, effectivement, Mhm, comme Dr Kadagari a dit, dans le contexte ici chez nous. On est un peu responsable quand même de notre famille, en tout cas si les parents sont là. Voilà, il y a lui quand même de faire un geste. Voilà, donc, mais aujourd'hui, il faut comprendre que dans la démarche d'éducation financière, cette approche doit être contenue. mm, La semaine dernière, je lisais un livre sur Prenez la responsabilité de vos finances de Nathalie Cariou, qui est un très, très mhm, bon livre. Et là-dedans, par exemple, elle indiquait les formes d'épargne qu'on devait faire. Et ce qui m'a intéressé, c'est euh, le compte du millionnaire. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, c'est une épargne qu'on fait pour pouvoir sortir, pour la distraction. Donc, on doit pouvoir s'imposer aussi, ou bien une épargne, elle appelle ça don et partage, ou pour remercier l'univers, 10% du revenu, voilà, 1% de 1 à 10%. Donc, dans notre démarche, dans la structuration de notre revenu, notre reste à vivre après les charges fixes, effectivement, par rapport à nos objectifs, par rapport à notre environnement, il faudrait mettre un pourcentage. Et ce pourcentage-là, si on ne le dépasse pas, on restera dans nos bottes. C'est vraiment peut-être cela, cette approche-là. Voilà, c'est culturel, c'est vrai, mais ça doit être contenu. Voilà, par rapport à ce qu'il faut pas aller au-delà, comme vous l'avez dit, au-delà de ses limites. On fixe une limite et c'est dans ça qu'on va prendre pour faire face à la famille, pour faire face aux frères, pour faire face. Voilà. Une fois que c'est fini, bon, c'est fini, on attend peut-être le mois prochain. Ouais, justement. C'est justement ce que moi j'avais préconisé également dans mon ouvrage. C'est la même chose, c'est que pour ne pas subir ce poids moral-là, c'est que vous donnez une limite et que voilà, c'est un peu ce que vous allez faire comme don. Et dans le don, j'inclus tout ce que vous allez faire comme clin d'œil à la famille, tout ça là. Et quand vous dépassez cette limite-là, si vous fixez cette limite, quand vous arrivez à le dépasser, si c'est 30 000 francs par exemple, vous arrivez à le dépasser, c'est que vous ne le faites plus. Et moralement, c'est que il n'y a plus ce poids-là. Tu te dis, ben, tu as fait de ton mieux et que bon, le mois prochain également, tu peux aider celui-là qui te fait appel aujourd'hui. Donc, il faut vraiment caler ce compte-là sur une certaine somme
Et puis, je pense que c'est la meilleure manière de gérer cela. Mais encore également, c'est très compliqué. La famille africaine, c'est un peu compliqué chez vous par rapport à ces soucis-là. Merci. Oui. Et il faut Oui. dire, juste, il faut dire, faudrait moralement, docteur Kadali a parlé de morale, effectivement. Il faut être conscient, c'est quand on en a qu'on peut donner aux autres. Donc, il ne faudrait pas se faire harakiri, non. Mm, Je garde, parce que si je n'en ai pas, je ne pourrais pas aider les autres. mm. Ah, c'est des problématiques que je connais bien parce que il n'y a pas que il y a pas qu'en Afrique, même si c'est dans une moindre mesure. Mais au Cambodge, par exemple, où j'ai fait pas mal de formations, il y a une logique. Alors du fait du génocide qu'ils ont eu, qui a été assez terrible, parce qu'ils se sont quand même tués entre eux, en fait. Il y a une solidarité qui est moindre au niveau de toute la famille. Ils ont tendance à être plus méfiants vis-à-vis d'autres personnes. Mais il y a une très forte solidarité entre les enfants et les parents. Donc, dès qu'un enfant est sorti de l'université, qui travaille ou non d'ailleurs, il est moralement obligé d'envoyer de l'argent à ses parents et aux frères et sœurs. Et donc, il y a des étudiants qui n'arrivent pas à trouver du travail tout de suite et qui vont quand même emprunter de ci, de là, pour pouvoir envoyer de l'argent à leurs parents parce qu'ils ne peuvent pas dire non moralement à leurs parents. C'est pas possible. Un enfant ne dit jamais non à ses parents. Donc, on avait mis dans la formation, justement, alors c'est la partie, je pensais faire ça dans notre quatrième session, mais on pourra le faire la fois prochaine, sur comment gérer les demandes de la famille. Alors, moi, j'aurais tendance effectivement à mettre donc dans les engagements, je dirais les engagements contractuels, ce qu'on a par rapport à un prêt, par rapport à un loyer, etc., qui sont des véritables engagements auxquels, si on ne les paye pas, on a un certain nombre de problèmes légaux, euh, les engagements moraux et voir justement ce qui tient ou pas. Alors, ça ne va pas être nécessairement un pourcentage. Je suppose que ça va dépendre mais on pourra prendre des exemples ensemble. Ça va dépendre du nombre de personnes dans la famille, ça va dépendre de si la famille est proche, même physiquement ou pas. Je suppose que c'est beaucoup plus difficile de dire non à quelqu'un qui habite quasiment sous le même toit que quelqu'un qui habite à la campagne plus loin. Donc il y a tous ces facteurs-là et donc un pourcentage n'est pas nécessairement, mais vous allez avoir, si je prends un tableau, ce sera peut-être plus facile pour essayer de vous expliquer ce que j'ai en tête. Le tableau, il est où? Vous devriez voir un tableau qui apparaît. Vous voyez quelque chose? Donc, si je prends mon salaire, vous arrivez à voir quelque chose là? Non, pas encore. Ouais, c'est en train de venir, oui. Ok. Alors, donc, je vais avoir mon salaire, je vais avoir les engagements contractuels. Donc, que ce soit le loyer, vous me dites si vous voyez toujours rien. Les factures, etc. Et ça peut être également l'école. Je crois que c'est Christelle la dernière fois qui nous avait parlé d'école. Vous voyez quelque chose là? Oui, oui. Ah ok, super. Donc, vous avez le salaire, vous avez les engagements contractuels, et puis quelque part, c'est là où je mettrai les engagements vis-à-vis de la famille. Et c'est là justement où il va falloir avoir un montant. Le reste, euh, à vivre, ce que j'appelle la limite.
elle va être là. Et après, c'est tout à fait. Donc, si ça va être un peu itératif, si dans mon reste à vivre, je sais qu'il me faut pour la nourriture, etc., sans compter également l'épargne pour des projets futurs. Il faut que tout, c'est quand même un puzzle en fait. C'est là où justement utiliser des billets de banque, ça peut être vraiment très utile. Si on résume les grands le budget à ces grandes, euh, ces différentes euh, dépenses ou dépenses futures. Donc, si je sais que je dépense, on va dire 4000 tout ce qui est nourriture, vie courante, etc. Et puis je veux épargner euh, 2000. Après, ben, par différence, je peux regarder les engagements pour la famille. 4 et 3, c'était de 9, donc il me reste 1000. Si en revanche, je vois que j'ai 5 membres de la famille à soutenir et que 1000, c'est pas assez, est-ce que je peux réduire? Après, c'est vraiment peu de couleurs. Après, tout tient là-dedans. On sait que 10 000, c'est la limite absolue. Je ne peux pas aller au-delà. Et si j'ai 3 000, est-ce que je déménage et j'arrive à réduire ça? Ou est-ce que entre ces deux dépenses, enfin, cette dépense-là ou l'épargne, je fais différemment pour dégager un peu plus? Là, c'est un jeu entre quatre grands postes, en fait, entre les engagements contractuels, le reste à vivre, les engagements vis-à-vis de la famille et puis l'épargne pour les projets futurs, sachant que derrière, là, il faut que ce soit vraiment viable. Et malheureusement, avec l'inflation, ça a tendance à augmenter. Ça, l'épargne pour les projets futurs. C'est pour ça que j'aime pas trop les pourcentages quelque part. Je sais qu'il y a beaucoup de livres qui parlent de il faut un pourcentage pour l'épargne. Je trouve que c'est beaucoup plus motivant de dire, bah, par exemple, l'épargne pour ces projets futurs, ça va être euh, un voyage, ça va être des fêtes annuelles, parce qu'il y a toujours des fêtes annuelles, et puis ça va être les urgences parce qu'il faut absolument toujours avoir un petit volant pour les urgences et ça va être acheter un terrain. Et donc, quand on commence à mettre des chiffres là, on voit si ça tient la route ou pas. Donc, c'est un peu l'idée de faire une limite de dépenses et derrière un budget sur certains postes. Et ça, on peut le faire avec des billets de banque et des images, c'est beaucoup plus parlant. Et sachant que bon, les 10 000, on va pas avoir 10 000 plus 12 000 d'emprunts bancaires. Et c'est peut-être justement là où il y a un grand message à donner en faisant un budget avec un, un emprunt à rembourser par rapport à un budget où il n'y a pas d'emprunt à rembourser. Si vous avez en plus un emprunt qui vous mange entre des découverts, comme disait le docteur Kadagali, ou les différents emprunts bancaires que vous avez faits, si vous avez 1000 de remboursement mensuel à faire tenir dans l'équation, bah, ça veut dire que je montre un peu comment, comment faire tenir ça. Euh, Qu'est-ce que je vais diminuer pour que les gens comprennent que plus j'augmente mes remboursements, plus je diminue ce que je peux épargner pour les prochains voyages, pour les prochains projets. Si vous leur dites, bah, en fait, votre remboursement, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir acheter votre terrain, vous n'allez pas faire vos fêtes annuelles. C'est beaucoup plus concret pour les gens, c'est plus motivant parce qu'il y a quand même une question de motivation que ah bah vous avez 1000 en moins, donc vous allez pouvoir épargner moins. Épargner moins quelque part, c'est pas assez concret. Alors que si vous leur dites bah vous pourrez pas les fêtes annuelles, bah désolé, vous pourrez pas acheter de cadeaux par exemple parce que il faut que vous remboursiez votre emprunt. Oui, Youssouf, allez-y.
Non, non, je suis parfaitement en phase, hein. Je suis parfaitement en phase par rapport au défi à relever par rapport à son budget. Moi, j'insiste beaucoup plus aussi sur l'aspect haut de votre tableau, Mhm, c'est-à-dire le salaire. Lorsque j'interviens avec les fonctionnaires, j'insiste beaucoup sur le fait bon, il y a une rubrique, par exemple, de se documenter. Dans le livre de Nathalie Cario, là, effectivement, il y a le développement personnel. C'est une thématique qu'on n'intègre pas beaucoup. mhm. Le métier qu'on fait, il faut tout faire pour être le meilleur. Il faut tout faire pour se définir un profil de carrière, de sorte à ce que demain, après 5 ans, par exemple, on puisse avoir une projection sur sa carrière professionnelle. Et ça nous permettrait, par exemple, d'augmenter nos revenus, voilà, pour faire face aussi aux différentes charges qu'on a. Parce que quand ils sont jeunes fonctionnaires, il y a cette thématique-là qu'il faut. Moi, j'ai connu des jeunes fonctionnaires qui étaient instituteurs. Aujourd'hui, après 15 ans, qui sont professeurs à l'université, à l'université Alassane Ouattara, par exemple, de Bouaké. Et j'insiste aussi sur ce conseil-là par rapport à ces fonctionnaires. Très bien. Il y a une chose, alors pareil, je pense l'aborder dans la dernière partie. C'est une sorte de réflexion que je fais généralement avec les jeunes avant qui finissent l'université et qui peut être très bien adapté à notre cas. Je leur donne des exemples de famille, donc et je leur montre l'argent ou les avoirs que ces familles, les actifs que ces différentes familles ont. Donc, il y a un cas où il y a quelqu'un qui a plusieurs terrains mais en fait, il a des dettes. Donc, il y a un autre cas où il y a une personne est vraiment appréciée de tous. Il aide les autres. Il a moins d'argent dans son compte en banque, mais il est vraiment apprécié de tous parce qu'il aide quand on lui demande. Il y a une autre personne, alors c'est à chaque fois des cas un peu caricaturaux, mais il y a une autre personne qui effectivement continue à apprendre et à faire ouais, à apprendre à l'université, etc., à se recycler. Euh, il y a une autre personne qui est en très bonne santé, qui fait attention à bien manger, etc. Et à chaque fois, je leur demande quelles sont les personnes qui vous semblent riches. Et donc, c'est pour justement un peu démystifier auprès des jeunes que la richesse, ça veut dire avoir beaucoup de choses. Donc ils s'aperçoivent qu'effectivement, celui qui a beaucoup de choses, qui a plusieurs terrains, mais il a des dettes, il n'est pas si riche que ça, en fait. En revanche, on redéfinit les différents types de richesses. Celui qui a des bonnes relations avec tout le monde, un bon caractère, avoir des bonnes relations avec les gens, ça fait partie d'une richesse personnelle. Avoir effectivement des connaissances, ça fait partie des richesses. Elles ne sont pas valorisées en termes d'argent, mais ça fait partie des richesses, des actifs que l'on a, ces connaissances. Et la santé également fait partie des actifs quelque part que l'on a. Oui, Youssouf? Effectivement, sur cette thématique, il y a l'aspect effectivement comportement responsable. Mhm, Je pense que la dernière fois, on en a parlé, par exemple, sur l'établissement du budget. Il mhm, faudrait bien inscrire, par exemple, le paiement de ces impôts, surtout l'impôt foncier. mhm, On ne le pratique pas très souvent, mais nous, en tant qu'éducateurs sur le plan financier, il y a ce côté responsabilité-là qu'il faut intégrer. Il faut bien le marquer pour que nos comportements soient beaucoup plus responsables. Nous aussi, quand on est jeune fonctionnaire, il faudrait penser aussi pour sa progéniture. Il y a les ouvertures de comptes d'épargne pour les enfants, si on en a. Il y mhm, a soit on peut le transformer en assurance, de sorte à ce que après 15 ans, 18 ans, quand l'enfant, par exemple, doit aller à l'université, on a prévu un petit pécule pour lui pour optimiser cette entrée, par exemple, pour les études supérieures. Voilà, donc il y a cette responsabilité-là aussi souvent qu'il faut mettre dans la balance par rapport aux lignes d'épargne à mettre. Tout à fait. Et là, en fait, au niveau des impôts, alors, j'ai pas détaillé, j'ai mis loyer facture, mais c'est typiquement ce que je mettrais dans des engagements contractuels. Euh, c'est les impôts, si on a une assurance annuelle, c'est l'assurance annuelle. S'il y a des frais de scolarité, ça va être les frais de scolarité, mais tout à fait les impôts. Et cette éthique, cette moralité financière, elle passe effectivement par le paiement des impôts. C'est extrêmement important. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Parce que je vois que notre heure a passé.
Alors, moi, les remarques, c'est pas, bon, par rapport à la thématique des jeunes fonctionnaires, Mhm. c'est pas très différent de ce qu'on a fait la dernière fois, c'est-à-dire Non. un salarié, Mhm. comment il doit gérer son salaire. Mhm. Lorsqu'il recevra son pécule, d'abord, il y a la connaissance par rapport au surendettement, donc il y a une éducation à faire à ce niveau. Et la gestion du peu qu'il reçoit aussi, il y a une éducation à faire à ce niveau. Une fois qu'il rentre dans l'état fonctionnaire où il a son salaire, voilà, il doit s'adapter aussi par rapport au nouveau salaire qu'il a et par rapport à ses objectifs de vie qu'il va se tracer. Voilà, donc une fois qu'on rembourse les crédits, les différents emprunts qu'on a pris, on revient à la réalité et il faut gérer son salaire au quotidien. Donc, le fait de faire déjà son point pour l'établissement de son budget, c'est un aspect vraiment crucial que les banques doivent aider, pardon, les banques, les institutions doivent aider, voilà, comme les ONG ou bien, en tout cas, tous ceux qui interviennent dans l'éducation financière, aider ces acteurs-là à gérer au mieux leurs revenus. Donc, je pense qu'on est réellement en phase par rapport à ce qu'on veut traduire en termes d'accompagnement de cette population-là. Mhm. C'est ce que j'avais, donc bon, on n'a pas eu le temps de faire tout ce que j'avais préparé, mais c'est pas grave, la discussion a été extrêmement importante et intéressante. En fait, ce que j'avais en tête quand suite à surtout à toutes les précisions que Alice Arrey a données sur sur nos trois plateformes de discussion qu'on est en train de tester, c'était en fait deux formations pour les fonctionnaires. La partie, alors, j'avais un peu appris vache maigre, c'est quand justement on a des dettes, donc bien comprendre les produits d'endettement que proposent les banques et puis calculer un budget avec un revenu limité qui est celui qu'on a tant qu'on n'a pas vraiment, enfin qu'on vive en fait sur l'emprunt bancaire et qu'on n'a pas encore touché le rappel de salaire. Et puis la partie conseil de gestion des dépenses qu'on avait vu la dernière fois avec les cartes avec des mauvais conseils et des bons conseils, la garder. Et puis une autre formation, peut-être quelques mois après que les fonctionnaires aient commencé à travailler et avant qu'ils reçoivent ce gros rappel que vous aviez appelé la manne, justement comment gérer ce rappel, sachant qu'il y a toute une partie qui va être sur le remboursement de la dette et que c'est là justement on revient un peu sur toutes cette manne qui est probablement déjà dans leur esprit dépensée plusieurs fois, comment arriver à épargner pour les projets, ne pas tout dépenser, et ensuite comment gérer un premier salaire qui va être normal et avec vraiment comme limite de ne pas ni être en découvert, donc vraiment vivre avec ce revenu, point. Et donc faire des priorités entre les différents engagements, que ce soit les engagements contractuels, les engagements vis-à-vis de la famille ou de dépenses et l'épargne, mais arriver à ce que ça tienne. Donc c'était un peu dans cet esprit-là. Et si donc je pensais vous demander si ça vous semblait cohérent, et auquel cas moi je pourrais vous faire un guide du formateur pour ces deux formations. Oui, Bon, Youssouf? chez moi, c'est cohérent, je pense. Oui, d'accord. Chez moi aussi, c'est cohérent. Mais ce que je voulais ajouter aujourd'hui en termes d'épargne, c'est important de prévoir une rubrique où on doit se permettre, par exemple, un petit budget de sortie. Très souvent, Tout à lorsqu'on fait. fait voilà, des projections, des rubriques en termes de gestion du budget familial, on n'intègre pas beaucoup plus l'aspect dans le social, comment vivre dans notre société. Parce qu'il ne faudrait pas épargner, c'est après 40 ans qu'on va commencer à vivre dans la démarche. Voilà, il faudrait qu'on commence à insister sur le fait que même si on prévoit 10 000 francs de sortie, 10 000 francs CFA de sortie, par exemple, par mois, il faut pouvoir l'intégrer pour qu'on puisse vraiment vivre avec notre époque. Ça, c'est vraiment important. Tout à fait. C'est dans l'exercice de budget, et Alice Harrey l'a fait donc, un certain nombre de fois maintenant avec ses participants, il y a ce type de dépenses. C'est super important. Parce qu'en fait, si vous incitez les participants à faire un budget qui est trop serré, où il y a rien qui est amusant. Alors, à moins, c'est vrai que quand vous travaillez avec des populations qui n'ont pas de salaire ou qui ont des revenus irréguliers et qui sont vraiment en bas d'échelle et qui sont pauvres, malheureusement, les sorties, il y a peu l'occasion et peu les moyens de le faire. Mais avec des personnes qui en ont les moyens, en gérant bien leur argent,
qui peuvent se permettre quelques sorties, là, il faut les mettre. Il y a une autre chose aussi qu'on met dans les budgets, même si c'est pour les gens qui fument, par exemple, à intégrer les cigarettes. Parce que si vous faites un budget, un fumeur qui ne va pas s'arrêter de fumer, s'il ne met pas les cigarettes dans son budget, quelque part son budget il est faux. Il va pas dépenser comme il a fait son budget. Donc ça va pas lui servir à grand chose, il va pas l'observer. En revanche, de le mettre dans le budget, ça peut lui permettre justement, et on l'a vu, nous, on avait fait une formation en Chine où le cas s'est produit, de le mettre dans le budget, ils s'aperçoivent qu'en fait, ils voient le poids de la dépense des cigarettes et on avait été agréablement surpris de voir que certaines personnes, suite à notre formation sur justement les priorités de dépenses, avaient décidé d'arrêter de fumer parce qu'ils voyaient que la dépense de cigarettes, c'était tant et ça veut dire que ils ne dépensaient pas pour des choses qui étaient plus importantes pour eux. Donc c'est important de mettre vraiment toutes les dépenses et littéralement sur la table avec les différentes cartes, les billets, de réfléchir à quelles sont les vraies priorités. Donc, ce que je vous propose, c'est d'en rester là pour ce soir, parce qu'on a un peu dépassé l'heure, et puis de vous mettre sur la plateforme les matériels et puis les guides de formation pour ces formations. Et puis, si vous avez des questions, des remarques, entre-temps, n'hésitez pas. Et puis, la fois prochaine, donc, on n'a pas tout à fait couvert ce qui était censé être la session 2, mais je pense que c'était important qu'on passe du temps sur vos questions. La session 2, je pensais faire tout ce qui est décisions financières, parce que c'est un âge, en fait, où quand on commence à avoir son premier salaire, on prend des décisions financières importantes, que ce soit le choix du logement, des grosses dépenses, choix du achat d'un véhicule, etc. Donc, comment accompagner les participants sur ce genre de décisions pour éviter que ils prennent le plus cher, qu'ils prennent quelque chose qui ne va pas tenir dans leur budget. Et puis également, alors attendez, là je passe sur je pensais sur la session 3 et 4, justement, c'était comment gérer les demandes des familles, la partie éthique également. Et puis, alors ça, je ne sais pas si c'est une problématique qui est importante chez vous. C'est généralement dès la fin de l'université, dès les premiers salaires, en tout cas en Asie, généralement, une des grosses dépenses, ça va être les mariages. Donc les familles, enfin les enfants, les jeunes salariés commencent à se marier. C'est un gros budget. Mais ça, je ne sais pas si ce sont les jeunes qui payent chez vous, si c'est la famille. Nous, c'est le responsable celui qui va contracter le mariage, généralement, qui fait face à ces charges. Donc, c'est le marié. Oui, c'est bien ça, c'est le marié. D'accord. Donc, ça veut dire qu'un jeune fonctionnaire, par exemple, qui commence à avoir un salaire et qui décide de se marier, il va avoir cette dépense-là à faire. Effectivement, il doit l'intégrer en tout cas dans l'épargne à faire sur la durée prévue par rapport à ces projections de mariage. D'accord. Donc, Okay. c'est un budget adapté, effectivement, qu'il faut avoir. Oui, tout à fait. Donc, ça va être l'âge, effectivement, où ils vont faire ce type de dépenses. Donc, ça me semble être important de l'intégrer dans une formation qui viserait justement les jeunes qui commencent à entrer sur le marché du travail. Super. Bah, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Youssouf, ouais, j'ai bien vu, pour vous reconnecter aussi de formation, je vais vous redonner vos identifiants. Et puis, si vous avez des questions entre-temps, donc on a la plateforme, enfin les plateformes, donc n'hésitez pas. Et j'espère que la session d'aujourd'hui vous a été intéressante. Merci, Sophie. Ça a été vraiment intéressant pour moi. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Dr Kadagali. Bonne soirée, bon week-end. Bonsoir à tous. C'était intéressant. Super, merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.
Merci. Merci. Merci, bonne soirée.